Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. La semaine s'annonce chargée pour la réforme des retraites dont le contenu détaillé doit être présenté ce mercredi. Ce lundi, Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, a reçu les partenaires sociaux afin, je cite, de tirer les conclusions de la concertation relancée en septembre. L'intersyndicale a appelé ce mardi à une nouvelle journée de mobilisation au lendemain de cette rencontre. Que retenir de ces échanges? Pour en parler, je suis en compagnie de Sophie Binet. Bonjour. Bonjour. Sophie Binet, vous êtes co-secrétaire générale de la CGT. Que va-t-il se passer? La CGT des ingénieurs cadres techniciens. D'accord. Un petit bout de la CGT. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans ces manifestations? Combien de personnes attendez-vous? Alors, on a évoqué une baisse de la mobilisation. Qu'en pensez-vous? Avant de vous répondre, je voulais quand même dire un mot de soutien sur la grève à Radio France, parce que c'est le 16e jour de grève à Radio France, avec le message clair de dire on ne peut pas faire plus avec moins. J'appelle tous les auditeurs et les auditrices à signer la pétition sur change.org. Et je voulais dire qu'en tant que syndicaliste, c'est une question qui est très importante pour nous, parce que c'est la question de la démocratie, de l'accès à l'information, et que nous, on constate au quotidien un affaiblissement de l'information, notamment sur le travail, sur les conflits sociaux, de l'investigation, etc. Aujourd'hui, avoir la chance d'avoir une radio publique qui a des moyens pour faire de l'investigation, c'est un levier indispensable et une valeur très forte pour notre démocratie. C'est ça qui est mis en danger aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que cette grève à Radio France est notre affaire à toutes et tous. Bien, et donc au-delà de la grève à Radio France ou de la situation à Radio France, pensez-vous justement qu'il y ait matière dans les mobilisations qui vont avoir lieu aujourd'hui, Sophie Binet, à obtenir d'importantes concessions du gouvernement? Il y a des annonces qui vont être faites demain. Comment les envisagez-vous ? Eh bien, je crois que déjà, la preuve qui a été faite le 5 décembre dernier, c'est une très forte détermination des manifestantes et des manifestants, un niveau de mobilisation historique à la fois dans la grève et dans les manifestations, et un niveau de mobilisation qui a fait mentir tous les pronostics du gouvernement avec cette stratégie de division qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des gens des régimes spéciaux, il y avait des gens du public, il y avait des gens du privé, il y avait énormément de jeunes qui ont bien compris que la clause du grand-père jouait contre eux. Et donc, quand on sort de ce niveau de mobilisation avec une telle détermination, c'est pas des mesures cosmétiques qui vont faire rentrer les gens chez eux. Donc on va voir ce que le gouvernement Vous attendez à du cosmétique demain? On va voir. A priori, ce qui est dans les cartons, c'est plutôt un décalage de l'application de la réforme. Donc, encore une fois, un signal extrêmement mauvais pour les jeunes générations, parce qu'on va leur dire, cette réforme est mauvaise, on vous la réserve, et vos aînés en seront préservés. Donc ça, je pense que ça ne passera pas ni chez les organisations syndicales, ni chez les salariés mobilisés. Je rappelle qu'en 2006, il y a eu une mobilisation pendant 3 mois contre le contrat première embauche qui concernait que les moins de 26 ans. Ça n'a pas empêché les salariés de se mobiliser contre cette mesure et de faire grève contre cette mesure. Et donc là, d'avoir une réforme des retraites dont tout le monde a compris qu'elle serait pénalisante et de réserver son application aux jeunes générations, ça sera inacceptable, je pense. Vous êtes en train de dire que c'est une grève délégataire, comme on dit? Non, pas du tout, parce que contrairement à ce qu'on... il est faux en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de grévistes dans le privé le 5. Alors bien sûr, c'est plus difficile malheureusement de faire grève dans le privé aujourd'hui parce que les pressions managériales sont très importantes. Mais nous, on a fait les comptes et on a relevé par exemple dans la maroquinerie de luxe chez Hermès et Vuitton, il y avait 10% des salariés qui étaient en grève. Il y avait 2000 salariés de Renault qui étaient en grève. Il y avait 82 rassemblements d'assistantes maternelles sur tout le territoire le 5 décembre dernier. Donc on voit bien que la mobilisation, elle dépasse très largement la simple question des régimes spéciaux et que les salariés du privé, à leur manière et avec leur capacité à eux et à elles aussi, se mobilisent également. Donc c'est pas une mobilisation par délégation. Et au-delà de cela, Sophie Binet, est-ce que... Alors je sais bien que vous êtes à la CGT et que c'est compliqué peut-être pour vous de comprendre la stratégie du gouvernement, mais malgré tout, pourquoi cette réforme s'est-elle déroulée jusqu'à présent, en tout cas, avec des précisions qui se font attendre, avec un dévoilement complet de la réforme demain? Bref, pourquoi ce calendrier ?
En fait, jusque-là, ce qui a fait la force d'Emmanuel Macron, c'est d'être le maître des horloges. Et donc là, son calendrier était fait pour dévoiler seulement sa réforme après les élections municipales, parce que il sait que sa réforme est impopulaire et donc il ne voulait pas qu'elle soit connue avant. Il voulait la dévoiler seulement après et ensuite la faire passer le plus vite possible pour une adoption avant l'été. Et c'est justement la première victoire qu'on a gagnée le 5 décembre, c'est qu'on a forcé le gouvernement à changer son calendrier, à faire la transparence et à dévoiler ses intentions sur un sujet qui est majeur pour l'ensemble des Françaises et Français. J'ai sous les yeux le journal La Croix avec ce titre « Pourquoi les enseignants se mobilisent ?» Les enseignants sont particulièrement présents dans les manifestations et dans le mouvement de grève. Ils évoquent des sommes importantes qu'ils perdraient lors de leur retraite si cette réforme était appliquée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on a confirmation de ces sommes, Sophie Binet ? Ah bah oui, on sait que les sommes seront extrêmement importantes. De quel ordre ? Autour de 800 € par mois en baisse de pension. Donc c'est énorme quand on voit le niveau de rémunération actuel des enseignants. 800 €. Exactement. Après, ça dépend des situations des uns et des autres. Voilà, mais c'est plusieurs centaines d'euros en moins par mois de pension. Et c'est vraiment vécu comme une double peine, avec d'un côté une profession qui est la moins bien payée de l'OCDE, qui a des conditions de travail de plus en plus difficiles, avec d'ailleurs un vrai déficit des vocations. Et derrière, une retraite qui ne sera même pas à la hauteur pour maintenir le niveau de vie. Donc c'est ce qui explique cette mobilisation très importante dans l'éducation nationale aujourd'hui. Mais là aussi, on a du mal à y croire parce qu'on se dit, alors d'une part, et Jean-Michel Blanquer a dit que ça serait compensé cette somme-là, et puis d'autre part, on se dit qu'aucun gouvernement pourrait faire une mesure qui ferait perdre autant à une profession, là en l'occurrence les enseignants, lorsqu'ils sont à la retraite. D'abord, ça fait effectivement plus de 6 mois qu'ils passent des messages lénifiants en disant que ça va être compensé. Pour autant, le carnet de chèques n'a toujours pas été sorti. Et donc, pour compenser de telles pertes, il faudrait augmenter énormément les salaires des enseignants. Et puis ensuite, là, comme compensation, a priori, il s'agit uniquement de primes et pas de salaire de base des enseignants, ce qui signifie que ça va individualiser considérablement la profession. Donc, ça ne répond pas du tout aux attentes des enseignants, qui est une augmentation du point d'indice, une augmentation de leur salaire qui est gelé depuis 10 ans, comme dans l'ensemble de la fonction publique. Au contraire, on répond par une individualisation managériale. Que réclame la CGT aujourd'hui, Sophie Binet ? Il faut réouvrir les discussions sur la base d'une feuille blanche, parce que là, on est très mal parti. Feuille blanche, c'est-à-dire ? Il faut retirer ce projet de ça, c'est le réforme. retrait que réclame d'ailleurs Philippe Martinez en Une de l'Humanité. Mais une fois que vous avez retiré la réforme des retraites, est-ce qu'il faut repartir sur un statu quo ante et donc continuer avec le système des retraites tel qu'il existait auparavant ? Non, il faut le faire évoluer sur plusieurs aspects. D'abord, la première question qu'il faut régler, c'est son financement pour l'avenir, puisque il va y avoir 30% de retraités en plus d'ici à 2050. Donc si on ne veut pas que, comme dans le projet du gouvernement, les pensions s'écroulent, ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles ressources. La CGT fait des propositions, notamment les exonérations de cotisations sociales qui atteignent des records, près de 90 milliards d'euros. Et puis on propose aussi d'augmenter de façon modérée et progressive les cotisations sociales. Par exemple, nous, chez les cadres, on a fait le calcul. Pour un ou une cadre, ça voudrait dire 10 € de cotisation en plus par mois, dont 6 à la charge de l'employeur, ce qui permettrait de financer le retour de la retraite à 60 ans avec 75% du dernier salaire. Donc on voit que des leviers de financement existent pour garantir des retraites de haut niveau. Donc Mais alors dans cette hypothèse, pardonnez-moi, oui. je vous ai coupé. Dans cette hypothèse, cela alourdirait le coût du travail pour les cadres. Ce que le patronat appelle le coût du travail, ce qu'on appelle le prix du travail. Donc oui, effectivement, ça veut dire augmenter les salaires bruts, ce qui est à la charge à la fois de l'employeur et à la fois des salariés. Pour rappel, on parlait de la fonction publique. Depuis 10 ans, le niveau de cotisation retraite dans la fonction publique a augmenté à peu près de ce niveau-là. Personne n'en a parlé ni n'en a entendu parler. Donc on voit bien que c'est tout à fait faisable et soutenable. Et par ailleurs, ça a été, c'est ce qui s'est passé en France avec une augmentation des cotisations entre 70 et 90, 1970-1990. Du même niveau, la France n'a pas été en faillite entre 1970 et 1990. Donc, c'est des hypothèses qui sont tout à fait soutenables que malheureusement, le gouvernement évacue d'un revers de manche et refuse d'examiner purement et simplement parce que le cœur de la réforme du gouvernement, c'est la règle d'or, en fait. C'est de dire on bloque les ressources dévolues à notre système de retraite à leur montant actuel, c'est-à-dire 14% du PIB, ce alors que le nombre de retraités va exploser. Donc, on voit bien que ça veut dire la paupérisation globale des retraités et le déclassement de toute la population. C'est ce qui est refusé aujourd'hui. La règle d'or, elle est liée aussi à des principes de bonne gestion financière, puisque ce que dit Matignon, ou le message en substance, consiste à dire
puisque les gens vont aujourd'hui avoir une espérance de vie supérieure à ce qu'ils étaient et à ce qu'ils avaient auparavant, eh bien, il faut bien ou bien les faire partir plus tard, ou bien leur verser une pension moindre, ou bien les faire cotiser plus. Eh bien, c'est faux, justement. C'est que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne, voire elle régresse. Et que là, les études sur les dernières années montrent que le report de l'âge de la retraite a été beaucoup plus important que l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, on a une espérance de vie en bonne santé qui est de 63 ans et demi en moyenne, qui est de 59 ans pour les ouvriers, ouvrières. Donc on voit bien que l'âge que nous propose le gouvernement en termes de possibilités pour partir en retraite avec une retraite de bon niveau est en totale déconnexion avec l'espérance de vie en bonne santé. Et donc pour toute une partie de la population, ça voudra dire partir en incapacité. Donc nous, on n'est pas pour une mauvaise gestion, on dit juste il faut examiner tous les paramètres et donc aussi regarder l'augmentation des ressources dévolues à notre système de retraite. Et on a plein de propositions concrètes que le gouvernement refuse de regarder. Alors, la question de l'espérance de vie, c'est une question qui est à double détente, puisque vous qui êtes en charge, Sophie Binet, à la CGT notamment, du droit des femmes, les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes, donc ça signifie qu'elles devraient prendre leur retraite plus tard que les hommes si on devait conserver un temps de pension équivalent. C'est déjà le cas. En fait, malheureusement, les femmes, 20% d'entre elles prennent leur retraite à 67 ans parce qu'elles sont victimes de la décote, qu'elles ont des durées de carrière beaucoup moindres. En fait, la question sur les femmes, c'est quel horizon veut-on ? Est-ce qu'on veut aligner les durées de travail sur les durées de travail masculines, c'est-à-dire faire en sorte que les femmes n'aient plus d'interruption de carrière pour enfants, travaillent autant par semaine, autant par an et sur leur vie tout entière que les hommes ? Ou est-ce qu'on veut réduire le temps de travail sur la semaine, l'année et la vie tout entière pour permettre aux hommes comme aux femmes d'avoir plus de temps pour s'occuper de leur famille tout en travaillant. Nous, on pense que ce qu'il faut, c'est trouver une durée de travail qui soit l'intermédiaire entre celle des hommes et des femmes aujourd'hui. C'est-à-dire permettre aux hommes de travailler moins et permettre aux femmes de travailler plus, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont, pour certaines d'entre elles, en sous-activité, dans du temps partiel contraint, avec des interruptions de carrière pour s'occuper des enfants. Il faudrait que les hommes puissent également le faire. Mais notre horizon, c'est pas de dire que ni les femmes ni les hommes ne doivent s'arrêter pour s'occuper des enfants. Sophie Binet, vous qui représentez la CGT ici, si d'aventure Matignon demain donnait une réforme des retraites, les contours d'une réforme des retraites qui ne vous donnait pas satisfaction, bref, ne présentait que des amendements à la marge, que feriez-vous à la CGT ? Je crois que la CGT et même l'ensemble de l'intersyndicale, c'est-à-dire aussi Force ouvrière, la FSU, etc., ont affiché la couleur clairement dans leur déclaration vendredi en disant que l'objectif, c'était pas d'amender à la marge le projet du gouvernement qui est inacceptable, mais c'est de continuer. Et là, on a la preuve avec le niveau de mobilisation de jeudi qu'on peut gagner, qu'on peut faire reculer le gouvernement. Donc j'appelle tous les salariés à amplifier la mobilisation, à se mobiliser aujourd'hui et les jours à venir par la grève, par la manifestation et chacune et chacun à leur manière pour qu'on puisse gagner et faire reculer le gouvernement sur ce projet, et puis surtout mettre à l'ordre du jour d'autres perspectives. Il faut améliorer la situation des femmes, il faut reconnaître les années d'études, par exemple dans le calcul de la retraite. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des jeunes qui font des études supérieures. Quand on fait des études supérieures, à quel âge on peut partir en retraite ? C'est pas normal que ça soit pénalisant, alors que c'est toute la société qui en profite. Donc nous, on propose, par exemple, la prise en compte des années d'études dans le calcul de la retraite. Bon, si vous n'obteniez pas gain de cause, apparemment la stratégie du gouvernement va consister à fissurer le front syndical, comme on dit, autrement dit faire en sorte que certains syndicats, pas le vôtre, pas la CGT probablement, mais les autres syndicats reprennent le travail. Et l'idée, ou en tout cas là aussi les éléments de communication qui sont diffusés à droite et à gauche, consiste à dire la CGT est minoritaire, elle ne représenterait... Alors ensuite on peut prendre des études d'opinion diverses et variées, puisqu'il en existe beaucoup, mais il y aurait environ un quart des Français qui soutiendraient la CGT, qui soutiendraient une ligne jusqu'au boutiste. Vous faites la moue, on peut tout discuter. Dépend comment on pose les questions. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on soutient la CGT ou pas. D'ailleurs, moi, si vous me demandez dans l'absolu, je sais pas quoi répondre. La question, c'est... J'espère que vous soutenez votre syndicat quand même. Ça dépend ce que fait mon syndicat. Voilà, je pense que personne ne fait de chèque en blanc et que c'est sain. Mais donc, la question, c'est est-ce qu'on est pour ou contre cette réforme des retraites du gouvernement ? Et que là, les Françaises et les Français sont très clairement contre et veulent une alternative. Ils veulent une autre réforme. Et nous aussi. Et donc là-dessus, le message est très clair, la détermination est claire. Je pense que le gouvernement veut jouer sur les divisions et les égoïsmes et que ça ne passera pas.
Alors, je vais le dire autrement. Il y a une bonne partie des Français, d'après les sondages, qui voudraient une réforme des retraites, pas forcément celle-là, des amendements, et puis une autre partie, environ un quart des Français, qui considèrent qu'il faut un retrait pur et simple, autrement dit, qui reprend en quelque sorte ce que demande la CGT. Si le front syndical se fissure, qu'est-ce qui va se passer, Sophie Binet? Est-ce que vous n'avez pas peur à la CGT d'être quelque peu esseulée? Je pense que le front syndical ne se fissurera pas dans l'intersyndical qui appelle à la mobilisation aujourd'hui, parce que la déclaration de vendredi est très très claire et très unanime sur le fait qu'on refuse des aménagements à la marge. Et ensuite, le juge de paix, c'est la mobilisation des salariés. C'est d'ailleurs la mobilisation des salariés qui a fait que la CGC a finalement appelé à mobiliser. Au début, elle n'était pas dans le coup. Que la CFDT chez les cheminots, l'UNSA chez les cheminots appellent aussi à la mobilisation parce qu'il y avait une colère très importante chez les cheminots. Donc au final, les choses sont dans les mains des salariés, en fait. C'est en fonction de leur réaction que les syndicats se positionneront et que la mobilisation, elle continuera ou pas. Ce que l'on a évoqué comme étant la convergence des luttes, est-ce que vous la voyez? On a dit par exemple que les syndicats avaient été ébranlés par la mobilisation des Gilets jaunes et plus encore par ce qu'ils avaient obtenu. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Binet? C'est justement une des forces et des dynamiques de ce qui s'est passé le 5 décembre. C'est qu'il y a eu un vrai rassemblement avec tous les personnels mobilisés de la santé, par exemple, qui se sont retrouvés présents le 5 décembre, les Gilets jaunes qui étaient présents également, les salariés des régimes spéciaux, notamment les cheminots, les enseignants, etc. Un tout et tous ensemble qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et c'est ça qui donne confiance sur la suite. Mais peu de gilets jaunes, a priori, dans les manifestations. Moi, j'en ai vu pas mal. Donc ça, c'est vous qui le dites. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on a un mouvement qui a commencé il y a plus d'1 an, donc qui forcément, on se fatigue. Et que même le samedi, des gilets jaunes, il y en a beaucoup moins qu'à un certain moment. Mais par contre, dans les manifestations, moi, j'en ai vu beaucoup. Et dans leurs AG, ils appellent clairement aux manifestations et à rejoindre les manifestations syndicales. Alors, dans ces conditions, le problème, c'est bien entendu de savoir qui sont les gilets jaunes, puisque c'est une population très hétérogène. Parmi ceux qui portaient cette chasuble, il y avait au départ beaucoup de petits artisans, de petits patrons, et ceux-ci ne disposent pas du tout du statut qui est conféré aux salariés, notamment en matière de droit à la retraite. Est-ce que on ne peut pas dire que les intérêts des uns et des autres sont difficiles à concilier ? Chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup de salariés qui sont en situation précaire. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette réforme, les années de précarité et de chômage vont se payer cash parce que un des points essentiels, c'est qu'on prend en compte l'ensemble de la carrière au lieu des 25 meilleures années dans le privé. Donc, pour l'ensemble de ces salariés-là, ça va être extrêmement difficile et compliqué. Et là, on voit qu'ils sont directement touchés par la réforme. Touchés par la réforme, ça veut dire qu'il y aurait là aussi une convergence parce que le reproche qui est adressé à votre syndicat, la CGT, Sophie Binet, c'est finalement de défendre des intérêts catégoriels, de défendre les intérêts de salariés qui sont des salariés protégés parce qu'ils travaillent par exemple dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais si la CGT défendait vraiment des intérêts catégoriels, on accepterait de négocier sur la base de la clause du grand-père, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire justement ? Parce que là aussi c'est un peu technique, négocier sur la base du... Ça veut dire qu'on accepterait de négocier une mise en œuvre différée de la réforme dans les régimes spéciaux pour sauvegarder ceux qui sont nos syndiqués actuellement dans ces secteurs-là et faire en sorte que la réforme ne s'applique pas à elles et eux. Or, justement, ces salariés, ces syndiqués refusent de négocier sur cette base en disant mais ça serait quoi d'accepter qu'une réforme ne s'applique pas à nous mais s'applique à nos enfants ? On refuse cet égoïsme-là. On le refuse, mais là aussi, il y a des impératifs démographiques, différentes choses à prendre en ligne de compte. Est-ce que ça n'est pas en quelque sorte logique et à la fois inévitable d'allonger la durée de cotisation, bref, d'avoir une réforme des retraites qui irait dans ce sens ? Non, justement, d'abord parce que la durée de vie en bonne santé, elle cesse de progresser. Ensuite, parce que les richesses en France, elles existent. La France est la 6e puissance mondiale et qu'aujourd'hui, on a les moyens de financer des retraites de haut niveau. Et en fait, c'est là tout l'enjeu de la réforme. C'est pas du tout la question des régimes spéciaux. L'enjeu de la réforme, c'est la question de la capitalisation et des fonds de pension. C'est qu'avec cette réforme, le maintien du niveau de vie ne sera plus garanti, notamment pour les ingénieurs cadres techniciens, ceux et celles qui ont une capacité d'épargne à côté. On sait que les fonds de pension, notamment BlackRock qui a ses entrées à l'Élysée, lorgne sur l'épargne des Français qui est très importante mais qui par contre va très faiblement dans les fonds d'épargne retraite. Et donc l'enjeu central de cette réforme, c'est comme les retraites par
répartition seront réduites à leur strict minimum, ça va dégager un espace extrêmement important pour que celles et ceux qui en ont les moyens épargnent et mettent leur argent dans les fonds de pension. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de financement parce que de toutes les manières, cet argent, il existe. La question, c'est est-ce que notre argent va dans un système solidaire par répartition ou est-ce qu'il va alimenter la spéculation et la financiarisation de nos entreprises? Le vrai enjeu est là et c'est bien pour ça que BlackRock inonde l'Élysée de notes techniques sur les réformes à faire pour développer l'épargne retraite. Et pour l'instant, malheureusement, ces notes techniques sont appliquées à la lettre par l'Élysée. Sophie Binet, vous êtes co-secrétaire générale de la CGT des cadres et techniciens et dirigeante de la CGT en charge du droit des femmes. On se retrouve aux environs de 8h20. Vous serez rejointe par François Dubet. Le sociologue sera en duplex de France Bleu Gironde. Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner. Et oui, une semaine qui s'annonce évidemment chargée pour la réforme des retraites dont le contenu détaillé doit être présenté ce mercredi. Nous sommes en compagnie de Sophie Binet, co-secrétaire générale de la CGT des cadres et techniciens et dirigeante de la CGT en charge du droit des femmes. Et nous sommes en duplex grâce à France Bleu Gironde avec le sociologue François Dubet. Bonjour François Dubet. Bonjour. Quel regard portez-vous sur cette mobilisation? Est-ce que ça vous rappelle 1995 ? Il est difficile de ne pas y penser. Il y a d'abord beaucoup de manifestants dans les rues, une mobilisation, un soutien de l'opinion publique, le rôle décisif évidemment des grèves dans les transports, un gouvernement qui hésite. Je veux dire que tout ça ressemble quand même assez fortement à 95, même s'il y a des différences évidemment, mais on a l'impression quand même que 95, il y a un projet de réforme qui se présente au nom de l'universalité, de la sécurité sociale et qui bloque. Aujourd'hui, on a un progrès de réforme des retraites qui adopte à peu près la même rhétorique et qui bloque. Donc, il est quand même difficile de ne pas penser. Alors, évidemment, l'histoire ne se répète pas, mais il peut arriver qu'elle se ressemble. Alors, elle ne se répète pas, notamment parce que politiquement, les choses ont quand même changé depuis 1995. Mais politiquement, les choses ont changé parce que on a le sentiment, quand on regarde 95, que le Parti socialiste n'est pas complètement mort. D'ailleurs, il va gagner les élections après. Qu'il y a des alternatives politiques. Aujourd'hui, on est quand même assez frappé par le silence politique. C'est-à-dire qu'on a... Mais ça date maintenant depuis les Gilets jaunes. Au fond, on a le sentiment d'une sorte de face-à-face de l'État et des colères. Alors, ce qu'il y a de très très bien dans la période actuelle, c'est que maintenant, il y a au moins entre les colères et l'État, il y a les syndicats, il y a quand même des formes organisées de lutte, ce qui est quand même, de mon point de vue, tout à fait préférable. Mais on a cette impression étrange d'avoir un débat très très fondamental sur le type de société que nous voulons. Est-ce que on accepte les contraintes économiques internationales un petit peu? Est-ce qu'on universalise des droits, etc. Et que tout ça reste dans un face-à-face plus que dans une véritable alternative politique, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Binet ? Écoutez, moi en 95 j'étais au collège, donc les comparaisons vont être limitées. Par contre, la comparaison nous va bien parce qu'en 95 on a gagné et que là on sent bien qu'on peut gagner et qu'on est sur cette même dynamique-là. En 95, vous avez gagné. Aujourd'hui, on ne sait pas encore évidemment ce qui va se passer. En revanche, politiquement, on sait qu'il y a de plus en plus de distance entre les syndicats, les syndiqués, les partis politiques. Vous, par exemple, qui êtes adhérente à la CGT, puisque vous en êtes secrétaire général, co-secrétaire général, est-ce qu'il est possible de voir comment cette distance avec les politiques, elle s'est faite ? Voilà, c'est difficile de répondre en 2 minutes. Ce qui est sûr, c'est que parfois on se sent seul dans les luttes et les mobilisations, justement pour faire émerger des alternatives. Et c'est ça qui est nécessaire, c'est justement de sortir du côté unilatéral sur soit c'est cette réforme, soit c'est le statu quo. Les réformes, c'est pluriel, c'est multiple, et il y a des possibilités alternatives. Et c'est ça qu'il faut réouvrir aujourd'hui, c'est le front des possibles. Et je pense que c'est ce que la mobilisation montre. Les gens n'en peuvent plus qu'on leur dise c'est comme ça et pas autrement, de cette gouvernance autoritaire qui nous enferme aujourd'hui. Bon, mais alors, pour le dire aussi autrement, Sophie Binet, le fait qu'il y ait
aujourd'hui de plus en plus de distance entre les mots d'ordre syndicaux et la manière dont les syndiqués les observent, autrement dit le fait que les bases ne suivent pas nécessairement les mots d'ordre des centrales. Est-ce que ça change aussi les choses ? Je pense que ça renforce, pour nous, l'exigence démocratique, en fait, de dire que, de toute manière, rien n'est automatique et les salariés et les syndiqués, ils ont besoin de se faire leur idée par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle on a lancé, par exemple, hier, un site qui s'appelle laretraite.lol, qui permet à chacune et chacun... Laretraite.lol. Tout à fait, parce que on peut dire vivement laretraite.lol avec cette réforme du gouvernement, malheureusement, et ça permet à chacune et chacun de voir l'impact concret de la réforme sur sa situation et de se faire sa propre idée, parce que c'est ça le levier de mobilisation aujourd'hui, c'est pas de suivre des mots d'ordre donnés d'en haut, ça ne marche pas. François Dubet, le fait qu'il y ait de plus en plus de difficultés pour les syndicats de se faire obéir par la base, d'ailleurs ça ne marche plus du tout de cette manière-là, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un changement assez considérable. Alors, on peut en avoir une vision très, très optimiste. Au fond, c'est celle qui a été développée en disant c'est démocratique, c'est très bien. Évidemment, je partage assez ce point de vue, mais en même temps, on peut être inquiet parce que la société française est extrêmement fractionnée, fractionnée en groupes, fractionnée en identités, fractionnée en intérêts, etc. Et il reste quand même le problème de faire surgir quelque chose qui ressemble à un intérêt général. Et je crois qu'il faut quand même des machines syndicales et politiques pour fabriquer cet intérêt général. Autrement, on est menacé par l'espèce de face-à-face entre un gouvernement technocratique, libéral, plus ou moins autoritaire, qui parle au nom de la raison, et de l'autre côté, des colères qui ne s'agrègent pas véritablement, mais qui peuvent s'accumuler sans déboucher. Donc, je crois que je reste, moi, très, très traditionnel, au fond, de ce point de vue-là. Mmh. Je crois qu'il faut qu'il y ait des machines, des institutions qui transforment des colères en revendications et des revendications en programmes politiques. Si on n'a pas ça, on va avoir de plus en plus de colère, de plus en plus éventuellement de violence et des menaces de retour de bâton autoritaire qui ne sont pas complètement anecdotiques. Après tout, il suffit de regarder d'autres sociétés que la société française pour voir que les évolutions politiques ne sont pas toujours les plus sympathiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Binet ? Je suis plutôt d'accord. C'est pour ça que je pense que dans la durée, il y a besoin de renforcer les syndicats, les organisations collectives qui, contrairement à une image entretenue, ne fonctionnent pas du tout par en haut, mais fonctionnent par en bas à partir des syndiqués et des salariés. Et la mobilisation d'aujourd'hui le montre. Mais alors, si on suit votre raisonnement, François Dubet, si on considère donc que les syndicats, notamment, sont des machines à refroidir les conflits sociaux, qu'advient-il de... Là, je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Non, au contraire. C'est pas refroidir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à créer du commun, en fait. Et c'est ça l'enjeu, parce qu'on a une société qui se fragmente. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se syndiquer dans une organisation confédérée pour être tous et toutes ensemble et faire émerger du commun à partir de nos situations particulières. François Dubet. Non, alors, je vais retirer le mot refroidir, bien que, en réalité, je le maintienne. Mais on peut au moins admettre qu'il s'agit de rationaliser, d'organiser, de structurer. Quand vous avez des colères de toutes les corporations, de tous les groupes qui défendent leurs intérêts et qui n'ont en commun que la haine à l'égard du gouvernement ou que le sentiment de vivre mal, tout ça est parfaitement légitime, acceptable, on doit le soutenir, mais ça n'ouvre pas de perspective. Donc je crois que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut bien, à un moment donné, fabriquer de la politique. Et j'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, on vit, et pas seulement en France d'ailleurs, un déficit politique. Sophie Binet ? Oui, nous, on n'a aucune haine vis-à-vis du gouvernement, je rassure. De la colère, oui. Et par contre, effectivement, fabriquer du collectif, c'est indispensable face aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. Par exemple, sur la question environnementale, s'il n'y a pas de lieu où confronter les situations différentes, les problématiques différentes entre un salarié de l'industrie du pétrole, un salarié du nucléaire et un salarié de l'éolien pour trouver du commun, s'il n'y a pas de lieu pour confronter les intérêts différents entre un salarié du ferroviaire et un salarié du routier,
on ne réussira pas à répondre à cette question. Et c'est le travail que fait la CGT, par exemple, en faisant porter par l'ensemble des salariés du secteur des transports l'enjeu de renforcer le ferroviaire, et y compris c'est des chauffeurs routiers qui peuvent le dire et le porter également. Donc c'est ça l'enjeu de renforcer les organisations syndicales. Mais alors, François Dubet, donc on voit bien ce que vous voulez dire, qu'il y a une manière de prendre en charge chez les syndicats une colère, l'articuler, la cadrer également. Qu'advient-il de la colère des Gilets jaunes, si le terme a un sens pour vous, alors même qu'il rassemble une population très hétérogène, un an de mobilisation, une évolution profonde du mouvement? Qu'est-ce qu'on en fait au bout d'un an ? Je pense que cette mobilisation n'est pas éteinte. Enfin, je veux dire par là qu'il est possible, il est vraisemblable qu'il y aura moins de manifestants dans les rues, etc. Mais les problèmes qui ont été posés par les Gilets jaunes, c'est-à-dire le problème du sentiment d'être mis sur le bord de la touche, du sentiment de regarder passer le train de l'histoire, du sentiment de vivre mal, le sentiment d'être méprisé, etc., je crois que ça va rester. Je crois que ça va rester et que là, il y a une véritable difficulté parce que d'une certaine façon, même si dans la chaleur des événements actuels, tout le monde a l'air de se retrouver ensemble, tout ça, en réalité, est de nature très, très différente. Et donc, je reviens à ce que je disais, notre système, disons, notre structure sociale, nos inégalités sociales, le fractionnement de notre société s'est assez profondément transformé. Mon hypothèse est d'ailleurs que nous sommes plus dans des mécanismes d'éclatement et de diversification des inégalités que simplement de creusement des inégalités. Et là, on a le sentiment véritablement d'un vide institutionnel, d'un vide politique. Et je crois que l'affaire Gilets jaunes n'est pas du tout éteinte. Mais pour autant, les Gilets jaunes n'ont pas du tout les mêmes revendications. Alors Sophie Binet ne sera peut-être pas d'accord, mais n'ont pas du tout les mêmes revendications que les syndiqués, par exemple de la CGT, notamment pour les cheminots ou pour le personnel de la RATP. Ah, moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Je sais que vous n'êtes pas d'accord puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas si la question s'adressait à moi, non, mais en tout cas, au début, Dubet, effectivement, sur le lancement du mouvement, il y a eu de vrais débats. Et puis, très vite, les revendications des Gilets jaunes se sont clarifiées, ce qui fait qu'ils ont pu appeler très simplement à la manifestation du 5 décembre, que encore samedi dernier, on était ensemble à dénoncer le chômage et la précarité. Et donc, il y a de vraies convergences. Je partage le fait que les braises de la mobilisation des Gilets jaunes sont encore chaudes et qu'il y a des choses qui se sont passées dans le pays, avec des milliers de personnes qui se sont politisées, qui ont compris des choses, qui se sont conscientisées et des rapprochements en cours avec les organisations syndicales. On le vit sur le terrain. François Dubet, votre point de vue là-dessus? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a, comme toujours, dans l'action, dans les manifestations, dans le mouvement, dans l'hostilité au gouvernement, quelque chose qui donne le sentiment d'être unis. Mais sur le fond, je ne le crois pas. D'abord, je crois que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été en mesure de fabriquer lui-même une revendication. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes est resté quasiment une somme de colère extrêmement hétérogène. Le seul principe, c'était la colère contre la situation que l'on vit, contre les politiques, etc. Mais il n'y a même pas d'unité, il n'y a jamais eu d'unité en réalité chez les Gilets jaunes. Donc, je crois que ce que vous dites est vrai dans le sens où aujourd'hui, cette semaine, on est ensemble, on est au chaud, on est contre le gouvernement, etc. Mais sur le fond, quand vous prenez toutes les demandes, elles sont parfaitement hétérogènes, probablement très incompatibles. Alors, on peut dire qu'elles sont compatibles si on a un horizon très lointain de justice sociale, d'harmonie universelle, etc. Mais en attendant, quand vous prenez les revendications sur la nature de l'État, sur la nature des impôts, sur la nature de la redistribution sociale, sur l'écologie, il y a de véritables oppositions. Et je rappelle d'ailleurs que les Gilets jaunes se sont attachés à démolir tous les leaders qui pouvaient apparaître en disant « personne n'est vraiment habilité à parler pour moi ». Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas... il y a deux ordres de jugement, je veux dire. Aujourd'hui, cette semaine, dans l'action, oui, il y a
convergence, pour parler comme ça. Mais sur le fond, il n'y a pas une convergence des luttes. Je crois que ces luttes restent profondément hétérogènes. J'ajouterai que quand on regarde les régimes de retraite, je ne suis pas sûr que les caisses de régime de retraite des cadres de telle ou telle profession et les régimes de retraite des cheminots et les régimes de retraite universels, etc., ça marche toujours de manière très homogène, même si aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que cette réforme, dont on ne connaît d'ailleurs pas tout, est dangereuse. Donc, il faut distinguer, me semble-t-il, l'événement, ce qui se passe, et les mécanismes sociaux qui sont peut-être plus lourds et beaucoup plus conflictuels et hétérogènes qu'on ne le croit. Alors justement, au sujet de cette réforme, laquelle sera dévoilée demain, d'après les Échos, d'après une information qui vient de tomber, il y aurait un décalage à la génération née en 1975. Peut-être une réaction, Sophie Binet, à cela. D'abord, expliquer ce que ça veut dire, ce décalage à la génération née en 1975, et puis nous donner votre point de vue sur ce que cette évolution pourrait changer dans les mots d'ordre et la stratégie de la CGT. C'est pas la clause du grand-père, c'est la clause du père. Vous notez que les femmes sont encore complètement oubliées d'ailleurs. Et donc, c'est sans surprise, hein, c'est le sacrifice des jeunes générations. Moi, je dirais c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que le gouvernement commence à reculer. Donc, j'appelle tous les salariés à continuer à amplifier la mobilisation. Et puis, c'est totalement insuffisant parce que le cœur de la réforme, parce que le cœur de la réforme n'est pas modifié. En fait, c'est la clause de l'égoïsme. Ça constitue à dire cette réforme va faire baisser le niveau des pensions. On en réserve l'application à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais ça, c'est pas acceptable. Donc, le cœur du réacteur, qui est que les pensions ne seront plus garanties et que ça sera une variable d'ajustement à la baisse en cas de besoins démographiques, et on sait qu'ils seront importants puisque le nombre de retraités va augmenter de 30% d'ici à 2050, eh bien, ce que cette réforme met en place, c'est un système de pilotage automatique avec une règle d'or qui va adapter les pensions à la baisse face aux nouveaux besoins. On change totalement de philosophie du régime de retraite. Aujourd'hui, le régime de retraite est là pour garantir le maintien du niveau de vie. Avec cette réforme, le régime de retraite sera seulement là pour empêcher que les dépenses augmentent au détriment de notre niveau de vie et des durées travaillées qui s'envoleront. D'un autre côté, dans cet article des Échos, il y a une réaction de Didier Matisse de l'UNSA ferroviaire qui dit, je le cite, « Si c'est ça, on va aller en grève jusqu'à Noël pour 30 000 cheminots ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça montre que le front syndical n'est pas prêt de se fissurer. Et donc, l'unité syndicale va tenir. Et en tout cas, la CGT en fera tout pour ça. Et donc, la mobilisation va continuer et va gagner, nous en sommes certains. Une réaction à ce sujet, François Dubet. Oui, c'est toujours pareil. Je veux dire que ce qu'on peut regretter dans cette situation, c'est que d'une certaine façon, on est dans la défense d'un système actuel que par ailleurs on peut trouver parfaitement injuste et à terme quand même très difficile à financer. Donc j'ai l'impression toujours que on est dans une sorte d'affrontement qui n'a pas de troisième terme, qui n'a pas d'alternative. Et donc, on va bloquer cette réforme, c'est très bien. Je ne pense pas que le système de retraite actuel soit le plus juste qui soit. Je ne pense pas qu'il soit nécessairement finançable pour l'éternité. Et donc, on repart pour un tour et ce sentiment finit par être, au fond, assez désespérant sur nos capacités politiques de maîtriser, au fond, les changements qui nous arrivent. Votre réaction, Sophie Binet ? Nous, on n'est pas du tout pour le statu quo. D'abord, on pense qu'il faut discuter de mesures pour financer à moyen terme notre système de retraite et ensuite qu'il faut le faire évoluer, notamment pour reconnaître la pénibilité qui n'est quasiment pas prise en compte dans le privé, les années d'études pour les jeunes générations et mettre fin aux inégalités femmes-hommes. Après, moi, je voulais revenir sur quelque chose d'important qui est venu tout à l'heure, sur les mises en opposition entre des salariés favorisés, les cadres, les régimes spéciaux, etc., et les autres qui, peut-être, n'auraient pas les mêmes intérêts sur cette réforme des retraites. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette réforme, elle démontre justement l'inverse. Il y a une disposition qui a été peu commentée, c'est que jusque-là, les cadres supérieurs sont protégés sur la quasi-totalité de leur salaire. Ils cotisent jusqu'à 30 000 € par mois, ce qui leur permet d'avoir des retraites assez élevées derrière. Ça, le gouvernement va y mettre fin et va plafonner les cotisations. On ne va pas pouvoir cotiser au-dessus de 10 000 € de salaire par mois. Donc, vous me regardez avec des grands yeux, moi aussi, hein, c'est pas du tout le salaire que je touche. Mais vous n'allez pas défendre quand même. Enfin, non, je ne défends pas. Justement, et on a le droit aussi de gagner
C'est bien sûr une perte pour ces cadres supérieurs qui n'auront plus de retraite par répartition sur tout leur salaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont tout à fait les moyens d'épargner, donc ils vont se tourner vers les fonds de pension. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'ils ne vont pas cotiser dans le système de solidarité va être perdu. Et donc là, nous venons de recevoir les chiffrages des caisses de retraite sur quelle perte ça signifie d'ici à 2040. Eh bien, en cumulé, cette simple mesure fait perdre 70 milliards d'euros d'ici à 2040. C'est 3 milliards d'euros qu'on perd chaque année parce qu'on va arrêter de faire cotiser les cadres supérieurs sur la totalité de leur salaire. Qu'est-ce que ça démontre ? Que contrairement aux idées reçues, on a intérêt, pour avoir un bon système de protection sociale, à protéger l'ensemble de la population, y compris les cadres supérieurs. C'est le pari qui a été fait en 1945 par Ambroise Croizat, qui a créé la sécurité sociale. 8h40 sur France Culture, on continue d'évoquer cette réforme des retraites avec des annonces qui sont attendues. Demain, nous sommes en compagnie de Sophie Binet, qui est co-secrétaire générale de la CGT, et du sociologue François Dubet. François Dubet, on avait débuté par une comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en 1995. Vous avez dit, voilà, il y a une évolution de la scène politique, il y a aussi quand même une évolution notable de la scène intellectuelle. 1995, c'est un conflit entre des intellectuels à gauche, avec la seconde gauche, la gauche rocardienne, qui devient de plus en plus en position de faiblesse à la faveur de cette controverse. Vous vous souvenez ? Je me souviens très bien, oui. Je me souviens très bien parce que c'était extrêmement tendu entre ces deux gauches. Et je suis bien obligé d'admettre que la deuxième gauche a quasiment disparu. Alors il y a toujours des individus, mais d'une certaine façon, d'abord les intellectuels sont assez absents aujourd'hui de ce débat. Comment vous expliquez cela ? Je ne sais pas l'expliquer. Je crois que les intellectuels étaient quand même très liés à des forces politiques. Ces forces politiques ont quasiment, sont à tonnes, on va dire aujourd'hui. Il y avait en 95 un débat qui était très important parce qu'il y avait eu Maastricht quelques années avant et toute la défense, toute l'opposition à la réforme, c'était de dire on s'oppose à l'Europe, à Maastricht, etc. Tout ça a un peu disparu parce qu'il y avait en 95 une teinte de défense nationale très forte quand même dans le modèle français, etc. Tout ça a disparu et aujourd'hui, force est de constater que au fond, le macronisme a vidé la scène politique dans une large mesure et que la scène intellectuelle s'est aussi vidée, ce qui fait que au fond, les intellectuels disent je soutiens le peuple, je suis avec le peuple, et pourquoi pas, et moi aussi. Mais de notre côté, on n'a plus véritablement de débat entre ce qu'on appelait avant l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. On ne nous entend pas, on n'entend pas beaucoup les intellectuels sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Après tout, moi je crois que la lutte contre les inégalités reste essentielle et que le système français, ce que les sociologues appellent le système bismarckien, qui est un système d'agrégation de régimes spéciaux extrêmement différents, je crois que c'est un système extrêmement inégalitaire qui fractionne les luttes sociales. Alors, je ne suis pas favorable à la réforme proposée, mais je suis toujours un peu attristé de voir qu'on finit toujours par défendre ce qu'il y a, parce qu'au fond, on n'a plus de capacité de rien proposer. Est-ce qu'en 95, vous étiez favorable à la réforme ? Non, en 95, j'ai fait ce que beaucoup de gens ce que quelques personnes ont dit. Moi, j'ai signé un texte qui m'a valu beaucoup d'inimitié, disant que le passage à un système universel de sécurité sociale paraissait un bon principe et qu'il fallait en discuter. Donc, j'étais à ce moment-là très proche de la CFDT, je le suis toujours d'une certaine manière, mais je dois bien reconnaître que cette bataille a été perdue. Cette bataille a été perdue parce que d'une certaine façon, et ça n'est pas qu'une affaire française, il faut bien voir que les social-démocraties se font liquider. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile politiquement pour les gens comme moi qui voudraient être courageusement réformistes, qui pensent que c'est plus difficile de faire des réformes que de refuser tout changement. Sophie Binet, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en 95, vous étiez au collège, donc bon, c'est pas évident pour vous de vous souvenir des débats intellectuels de l'époque. Les débats intellectuels d'aujourd'hui, quand on évoque par exemple
la condition de la social-démocratie. Qu'est-ce que ça suscite en vous ? Je pense qu'il faut en tirer les leçons et essayer de comprendre pourquoi cet effondrement de la social-démocratie. Et je pense que cet effondrement, il tient au fait que la social-démocratie a occulté la notion de rapport de force, notamment avec le capital, et s'est concentrée dans le partage, ce qu'on appelle nous le partage de la pénurie, la redistribution au sein du salariat. Or, aujourd'hui, le problème en France, c'est que le coût du capital explose et ce qui est distribué aux actionnaires, aux dividendes, etc., explose. Et ça, je ne l'entends pas. C'est bien joli de dire il y a des gens qui seraient favorisés, les cadres, les cheminots, et il faut leur prendre pour distribuer aux plus précaires. Ce n'est pas un horizon de progrès pour toutes et tous. Donc c'est ça, je crois, le problème. C'est que en occultant cette question-là, on n'a pas ouvert un horizon de progrès pour l'ensemble de la société. Ce que pourraient vous rétorquer les défenseurs de la social-démocratie, c'est qu'en critiquant la social-démocratie, vous favorisez politiquement ce qui peut être pire du point de vue de ce rapport de force que la social-démocratie. Non, mais nous, on n'en peut plus du « there is no alternative » dans lequel on est enfermé depuis Thatcher et Reagan. Et là, on arrive effectivement au bout d'un cycle avec Macron qui est arrivé parce qu'il y a eu François Hollande avant et qui dit « voilà, c'est moi ou Marine Le Pen ». Ça, c'est extrêmement dangereux. Et si on continue comme ça, on va arriver avec un Donald Trump au pouvoir en France également parce que c'est ce schéma-là qui a voulu être imposé aux États-Unis. Donc il faut analyser et tirer les conséquences un peu. Un mot de conclusion justement à ce sujet, François Dubet. Alors je voudrais dire que ce que j'appelais la social-démocratie ne faisait pas du cadre l'ennemi du travailleur. Je crois qu'il s'agit, le vieux problème a toujours été celui de la régulation de l'économie, des prélèvements sociaux, de la redistribution sociale. Et la France est dans une situation très paradoxale. La France est un pays où les prélèvements sont assez élevés, où la redistribution sociale est relativement forte quand on la compare à d'autres pays, et où cependant le sentiment d'inégalité est extrêmement vif, les colères sont extrêmement fortes. Donc je crois que dans cet espace-là, nous avons beaucoup de choses à faire. Et je reste persuadé, tout en étant hostile à cette réforme que d'ailleurs je ne comprends, j'avoue que je ne comprends pas, j'ai l'impression de ne pas être véritablement seul à ne pas comprendre, je crois quand même qu'il faut viser des régimes plus universel de manière à ce que on sorte de cette espèce d'éclatement, de fractionnement, au fond de haine sourde qui traverse notre société. Merci beaucoup François Dubet. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui est absolument d'actualité, Le temps des passions tristes, inégalité et populisme. C'est un ouvrage qui analyse les colères françaises et qui donc n'a rien perdu de son actualité et de sa pertinence. C'est au Seuil, dans la collection de la République des idées. Vous restez avec nous, François Dubet, en duplex de France Bleu Gironde, ainsi que vous, Sophie Binet, qui est co-secrétaire générale de la CGT.